38 000 € de commission pour 15 minutes de vente. Il dit, c'est quand même, c'est bien payé, non? Je dis, Ouais. ouais. Je dis, ouais, ça va, ouais. Il m'a appris une chose, c'est que l'école, c'est pas bien. Tu peux t'en sortir outre que l'école. L'école t'apprend à être un mouton. Aujourd'hui, pour être un très bon vendeur, il faut être un caméléon. Tu choisis le métier de commercial, c'est avant tout pour de l'argent, hein. Ne pas écouter le client, ça c'est une des plus grosses erreurs que le commercial puisse faire. La première chose, je dirais, c'est trouver ton pourquoi. Et c'est ce qui va mettre en avant le fait que tu te lèves le matin et que tu sois positif. Salut, c'est Emile, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Business Automobile Rentable, qui est une masterclass de la vente automobile. J'ai le plaisir de recevoir Alexis, qui est mon conseiller commercial dans mon entreprise. Et dans cette vidéo, on va essayer de vous partager un maximum de valeur sur la vente et plus spécifiquement sur la vente automobile. Bienvenue Alex, comment vas-tu? Merci, ça va et toi? Super, écoute, je suis très heureux que tu sois là et qu'on tourne cette vidéo aujourd'hui. Alexis, tu as 41 ans, tu as eu plusieurs vies professionnelles. Jusqu'à aujourd'hui, tu as commencé en tant que militaire parachutiste pendant quelques années. Tu as fait ce métier. Ensuite, tu étais commercial en menuiserie. Tu as également été dans la restauration puisque tu étais chef cuisinier de ton propre restaurant. Tu as également eu une carrière dans l'immobilier en tant qu'agent immobilier dans le réseau IAD. Et enfin, depuis quelques années, tu exerces actuellement dans l'automobile. Donc, tu as travaillé au sein de différentes concessions et aujourd'hui, tu travailles ici depuis quelques mois. Par rapport à ça, la première question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qui a fait que tu t'es tourné vers ce métier et qu'est-ce qui te plaît dans ce métier par rapport aux différentes expériences que tu as eues dans le passé? Alors déjà, la passion, l'automobile, puisque c'est un métier, enfin c'est la voiture, quand tu es gamin, la voiture, voilà, tu hâte qu'une chose, c'est de rouler et ainsi de suite et puis après, tu découvres tout ça. J'ai découvert la vente et j'ai voulu allier les 2 en fait, la vente et l'automobile. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai choisi, ce métier et puis, après, voilà, j'ai fait différentes concessions, notamment du neuf. Dans ce neuf, je retrouvais pas ma passion et c'est vrai que quand, on s'est rencontrés, que j'ai vu, ton parc, j'ai vu tout ça, ça a matché tout de suite pour moi. C'est vraiment là où je prends du plaisir. Tu es aussi et surtout passionné de moto. À Oui, 14 heures aujourd'hui, il y a le il y a le MotoGP. MotoGP, ouais, il y a le Ça t'aime bien MotoGP, aussi. c'est la finale, entre, Bagnaia et Martin pour ceux qui suivent. Donc c'est le grand jour, on va savoir qui va être titré. Donc voilà, la moto, effectivement, j'aurais pu aussi partir dans ce monde-là, mais pour être franc, hein, si on fait le métier de commercial, c'est avant tout pour l'argent. Et je pense qu'en tant que vendeur moto, tu gagnes pas assez, contrairement au monde de l'automobile où vraiment là, enfin, ça touche beaucoup plus de monde que le monde du motard, où on est quelques millions en France, mais pas suffisamment par rapport aux automobilistes où on dépasse les 40 millions. Donc forcément, les ventes seront beaucoup plus attractives que dans la moto. Effectivement, moi je te rejoins dans le sens où j'ai rencontré des personnes qui avaient une activité de vente de moto, etc. Et c'est vrai que c'est pas comparable avec l'automobile et les marges sont beaucoup moins importantes et de ce fait, finalement, le pay-plan du vendeur en question n'est pas assez rémunérateur. À part ça, voilà, comme tu es passionné de mécanique et que tu aimes les belles voitures, je trouve que c'était une bonne solution pour toi de rejoindre une entreprise comme ça où on fait des belles voitures. Et ce que j'aime bien aussi chez toi, c'est que tu ne te caches pas de dire, OK, si je fais ce métier, c'est aussi pour avoir une bonne rémunération. Et je me rappelle que quand on était en entretien, je t'avais un petit peu demandé ça. Et j'avais bien aimé ce côté où tu disais, pour moi, la rémunération, c'est quelque chose d'important. Et si je fais ce métier, c'est justement pour avoir des revenus qui sont conséquents par rapport à ça. Et tu as parlé aussi là du neuf, donc les VN. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence pour toi entre un vendeur VO et un vendeur VN? Donc VO pour véhicule d'occasion et VN pour véhicule neuf. Parce que je crois que chez Peugeot et chez Renault, tu as vendu des véhicules neufs. Mm. Et ici, nous, on fait que de l'occasion. Quelles sont les différences que tu as pu voir dans la vente finalement entre un client qui vient acheter un véhicule neuf et un client qui vient acheter un véhicule d'occasion? Comment ça se passe Alors en général, le client qui vient acheter un véhicule neuf, c'est celui qui va chercher la grande mode aujourd'hui, la location, la LOA, payer un minimum pour avoir une voiture neuve. Aujourd'hui, c'est
c'est un plus. C'est un plus, c'est vrai ils ont su développer ce côté location. Tesla le fait très bien avec ses modèles. Tesla, aujourd'hui, vous commandez vos voitures sur Internet. Et je pense qu'aujourd'hui, le VN va aller de plus en plus là-dessus. Et d'ailleurs, en discutant avec d'autres collègues de VN, c'est la crainte. C'est la crainte, surtout qu'aujourd'hui, c'est que des gros groupes dans toutes les régions qui ont le monopole de toutes ces concessions, que ce soit Peugeot, Renault, Audi ou autre. Et il n'y a plus le côté c'est pas grave, je vais aller travailler ailleurs. À partir du moment où tu quittes cette enseigne, l'autre enseigne appartient aussi au même groupe. Du coup, tu seras bloqué, donc tu vas rester figé dans ton poste. Et malheureusement, je pense que ce métier de vendeur VN va être amené à disparaître en remplacement par des bornes. Ce que dans le VO, on ne pourra pas faire. Puisque Comme dans la restauration, dans les fast-foods. dans les McDo, regarde, les McDo, tu vas, t'as que des bornes. Je parle des péages, c'est pareil. Tu vois. Aujourd'hui, on est remplacé par des machines. Et le VO, je pense qu'on ne peut pas, et d'autant plus dans le côté prestige-luxe, parce que c'est vraiment des voitures spécifiques. C'est-à-dire qu'un jour, il y a un client qui a décidé d'acheter cette voiture, un client qui avait peut-être plus les moyens que le mec qui va se payer cette VO et qui va faire plaisir au prochain acheteur. On a la chance de t'avoir toi qui sait vraiment bien cibler les voitures et qui amène ce plus, c'est-à-dire que quand on regarde nos voitures sur le marché par rapport aux autres, elles sont toujours mieux équipées, mieux entretenues, mieux finies en quelque sorte. Et ça, on le ressent tout de suite en fait quand on a un client au téléphone parce que il va te dire ouais, j'ai flashé sur votre voiture parce que. Et le pourquoi, en fait, il te l'amène tout de suite sur un plateau. Tu vois, n'as même plus besoin d'aller le chercher, d'aller le creuser. Alors, contrairement au VN où en fait, tu vas plus chercher le pourquoi, tu vas juste chercher combien tu veux mettre par mois. Tu vas pas chercher la passion du mec à venir acheter le nouveau 3008 électrique ou le nouveau Scénic 3008, tu vois. C'est je prends parce que ça me coûte pas trop cher et que c'est de l'électrique, donc moi ça m'arrange. Voilà. Ok, donc il achète plus un budget mensuel. Exactement. Et par rapport à ça, moi, j'ai jamais vendu de voiture neuve. J'ai travaillé en concession, mais j'étais plus dans le VO. Et je sais que mes collègues qui étaient au VN se plaignaient du fait que ils préféraient en fait les profils des clients du VO plutôt que les profils du client du VN. Et ils me disaient que des fois, ils passaient des heures à configurer une voiture sans même vendre au bout. Et il y a un truc aussi sur lequel j'aimerais rebondir par rapport à ce que tu as dit sur les LOA, parce que ça, je pense que c'est un point qui est très important. C'était quoi le ratio de leasing, de LOA, de LLD ou autre sur le neuf? Donc sur 10 voitures que tu vendais, combien étaient vendues en leasing ou en financement comme ça? Et sur le VO, en comparaison au VN, je sais que le ratio est beaucoup plus faible. Mais est-ce que tu peux nous dire quel était le ratio sur le VN par rapport au financement? Alors sur 10 voitures, tu fais à peu près 9 locations. Ah oui, ok, Ouais, c'est énorme. tu fais 9 locations et c'est là-dessus, d'ailleurs, on parlait du P-plan, c'est là-dessus que le P-plan se base. Hein. C'est vraiment, tu prends un pourcentage, donc je crois qu'à l'époque, on était entre 0,6 ou 0,7 et j'ai entendu dire que ça avait encore un petit peu baissé. Ouais, c'est 9 sur 10, contrairement au VO, où C'est l'inverse. c'est l'inverse, c'est 1 sur 10, quoi. Et encore, parce qu'il faut que le VO il ait moins de 5 ans, il faut qu'il soit éligible à la TVA. Donc il y a le VO qui rentre dans le profil de possibilité de location est très, très rare. Ouais, c'est restreint. Ouais, c'est très restreint. Donc on sera plus sur du financement. Et voilà. Après, je pense qu'il y a différents parcs de VO. Tu as le VO Prestige comme nous, et après tu as le VO, on va dire, un peu plus standard, où là, effectivement, tu vas faire un peu plus de financement ou autre, mais très rarement de la location. Très rarement. On va passer sur un autre sujet, Alex. Qu'est-ce qui fait un bon vendeur selon toi et quelles sont les compétences indispensables pour réussir dans ce domaine? Ah, il y en a plusieurs. Alors, le bon vendeur, pour moi, c'est celui qui sait avant tout écouter. Quand tu sais écouter, en fait, tu vas savoir aller chercher le pourquoi. Pourquoi tu veux cette voiture? Pourquoi tu la veux? Pourquoi tu la veux? Et ça, c'est hyper important. Si tu commences à déballer ton speech, à ne pas écouter le client et dire que ma voiture, c'est la plus belle, c'est tout ça, on s'en fout de ça, en fait. Le client, lui, ce qu'il veut, c'est que tu l'écoutes avant tout. Et en l'écoutant, tu vas savoir répondre à sa demande. Tu vas savoir si la voiture elle est bien pour lui ou pas. Et,
Et les qualités, donc, il y avait l'écoute et après, il faut avant tout ne rien lâcher, quoi. C'est à partir du moment où le client te contacte, j'estime que le client doit te répondre. C'est pas parce que vous avez eu un premier entretien que ça y est, c'est fini, basta. Non, T'as aucune gêne à relancer. Ah non, aucune, aucune. Mais c'est la base. Si tu relances pas, Il se passe rien. il se passe rien. Il se passe rien. Le client, il a eu les infos qu'il voulait et puis il va faire 12 000 concessions dans la France, quoi. Alors, beaucoup pensent que pour être un bon vendeur, il faut avoir la tchatch. Et ça, je pense que c'est la pire erreur qu'on puisse faire en tant que vendeur automobile ou vendeur dans n'importe quel autre domaine, c'est de trop parler. Et effectivement, je souligne vraiment ce que tu as dit. La phase d'écoute est très importante. Et un bon vendeur, ce n'est pas un vendeur qui parle trop, qui argumente trop. C'est un vendeur qui arrive à comprendre le pourquoi du client, comme tu l'as dit, et qui arrive à développer ensuite des arguments et appuyer là où il faut, avoir le bon discours. Et c'est comme ça, je pense, que tu arrives à closer. Et ça, toi, tu le fais bien puisque dans ta phase de découverte, ce que j'ai remarqué, c'est que tu poses directement cette question au client. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette voiture ? Qu'est-ce qui a fait que vous m'avez appelé ? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à notre entreprise et à ce produit en question ? Oui, exactement. Tu fais l'écoute et après, tu cherches, tu vas creuser et tu vas valider tes oui. Tu vas faire ton petit entonnoir tranquillement tout en suivant ton... Moi, j'ai des fiches, hein, faut surtout pas s'en cacher. Ces fiches-là vont t'aider plus tard quand tu rappelles le client à savoir où tu en es avec lui. Et tu sais pourquoi il avait choisi cette voiture. Après, s'il a des objections, c'est à toi d'y répondre. Justement, c'est quoi les objections que tu retrouves le plus ? Le plus, c'est trop cher. Ça, Le budget. c'est le budget, ouais, c'est trop cher, c'est trop cher. C'est toi qui m'appelles, tu vois. Je veux dire, moi, j'ai mis un prix. Tu vois, mais je suis plus cher, t'es plus cher par rapport aux autres. Appelle les autres. Tu vois, moi, je connais ma voiture. Peut-être que je suis plus cher que les autres, mais il y a peut-être des raisons aussi pourquoi. Tu sais, quand je vendais des fenêtres, je travaillais pour la marque la plus chère de France, Triba. Et je pense que les fenêtres, c'est vraiment une bonne école pour être commercial. C'est Moi, j'ai vendu aussi des fenêtres et je sais que sur la vente, c'est là où j'ai le plus appris. Ouais, mais déjà, tu fais de la prospection. Prospection, tu vas faire du porte-à-porte. Le porte-à-porte, chaque nouvelle porte. Tu sais, moi, à chaque fois, je partais dans... C'est un peu comme dans Harry Potter, tu vois, tu as une nouvelle porte, tu ouvres une porte, c'est génial, tu découvres un nouveau monde. Et là, on a la chance, c'est que c'est les clients qui viennent vers toi directement. Donc, du coup, tu n'as même pas besoin d'aller les chercher, en quelque sorte. Ils sont là. Ils sont là et ils demandent juste à ce que tu les écoutes et que tu leur vendes une voiture. Il faut juste savoir comment le faire. Et tu as parlé de résilience aussi. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment multiplier des échanges avec un client avant de pouvoir closer. Et il ne faut pas s'attendre à avoir un seul, ou deux ou trois échanges téléphoniques ou par email ou autre avec un client. Toi, ce que tu as constaté entre la phase où tu as le lead qui rentre, donc que ce soit un mail ou un appel entrant, et la phase où tu closes, combien de fois tu relances ton client, combien d'échanges tu peux avoir avec ce client avant d'arriver à la phase de closing où tu prends un compte et tu fais un bon de commande? Alors, ça peut être en one shot, ce qui est assez rare, hein. Ça va être une à deux dans le mois quand on arrive à faire ça. Sinon, tu comptes bien, à partir du moment où tu as le lead qui arrive, jusqu'au moment où tu closes, des fois tu peux mettre un mois, voire 2 mois. Tu vas avoir 5, 6, 7, 8, 9 rendez-vous téléphoniques, puisque nous on fait énormément en téléphonique ou par mail. Là, dernièrement, j'ai vendu un magnifique X5. Je n'ai jamais eu le monsieur au téléphone. Je t'ai montré, hein, on a eu plus de 30 mails échangés en l'espace de 48 heures. Et je n'ai jamais eu le monsieur au téléphone. Je n'ai même Incroyable. pas pu lui poser les questions de pourquoi cette voiture, pourquoi ci, pourquoi ça. Ça a été comme ça. Il a eu des questions, j'ai su répondre à ces questions. Après, je me suis aidé de certaines technologies pour bien répondre. Mais Dont on parlait un peu plus tard dans un la peu plus vidéo. tard, ouais. Mais c'est vrai que c'est une aide supplémentaire, hein. Enfin, moi, j'ai pas fait des longues études, donc voilà. Mais non, je pense que chaque client est différent. Il y en a, ils vont avoir besoin de plus ou moins de temps, tu vois, par rapport aux marques. Par exemple, tu sais qu'un Porschiste,
c'est tout ou rien. Et c'est soit tu as le Porschiste de la 911 où lui, il va prendre son temps parce qu'il y en a 12 sur le marché. Il va vouloir vraiment cibler sa voiture parce que c'est vraiment la voiture qu'il veut. Tu as un client justement actuellement pour une 911 qu'on a en stock. Ouais, qui me donnera, que j'ai eu en contact, qui ça s'est super bien passé. Et il m'a dit fin du mois. Ok, il se laisse le temps. Il se laisse le temps. Moi, je l'ai entendu. Je ne vais pas le relancer. Il m'a dit fin du mois. Donc, Parce que les relances aussi doivent être intelligentes. Il n'y a pas lieu de relancer quelqu'un s'il n'y a rien de nouveau à apporter. Et... non. Si ton client ne te répond pas le jour J, moi, ce que je fais souvent, c'est que sur le répondeur, quand je lui laisse un message sur le répondeur, c'est si je ne vous ai pas aujourd'hui, c'est pas grave, j'essaierai de vous recontacter demain. Je te jure que ça, quand tu dis ça, le mec, il va te donner une réponse. Pourquoi ? Parce que demain, il n'a pas envie que tu le fasses chier. S'il a vraiment envie d'acheter cette voiture, il va te répondre oui, ok, pas de souci, on se capte demain. Comme on a eu la dernièrement pour un Macan ou pour le GLC. Le client, voilà, on est sur 2 semaines de discussion, il est là, il est chaud, il s'est fait avoir avec une voiture électrique. Voilà, ça arrive, hein, les Les erreurs, électriques, malheureusement. c'est terrible. Est-ce que tu peux raconter ça justement? Tu nous as expliqué un petit peu l'anecdote de ce client avec le X5 Ouais. que tu as vendu sans même l'avoir au téléphone, donc vraiment que des échanges de mails, pas une seule fois, tu l'as eu au bout du fil le mec. Et moi ça m'était arrivé aussi quelques fois, mais c'est assez rare. Et en fait, tu as des personnes en fait, qui n'ont pas envie d'avoir un échange téléphonique, qui préfèrent les échanges à l'écrit. Et toi, tu as su t'adapter et tu as quand même vendu la voiture sans même l'avoir au téléphone. Et est-ce que tu peux raconter un petit peu cette anecdote avec ce client dont tu parles concernant le Macan là, par lequel il est intéressé et il a une reprise à faire. Et je pense que là, finalement, la problématique et ce qui fait qu'on a un frein dans cette vente, c'est effectivement non pas la voiture qu'on vend, mais la voiture qu'on doit reprendre ou la voiture actuelle de ce client. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelle est cette voiture et où tu en es par rapport à ça? Alors, c'est un client qui m'avait contacté pour un Macan qu'on a vendu entre-temps. Donc, on a su l'amener sur un autre Macan dont la configuration était un peu plus plaisante à ses yeux. C'était même la voiture dont il souhaite. Sauf que ce monsieur, passionné d'automobile, a fait le choix, il y a 2 ans, de passer à l'électrique pour une conscience, je pense, morale et écologique qui n'a pas lieu d'être. Donc il a fait le choix de choisir une Jaguar E-Pace. Oula. Donc il l'avait acheté 55 000 euros ou Est-ce qu'il 56 est 000 conscient euros. que c'est la pire erreur de sa vie? Ouais. Moi, je pense qu'il le sait maintenant, et sa femme aussi. Je veux dire, ouais, hyper gros. Tu peux nous donner des chiffres? Une voiture qu'il a achetée 56 000, on lui reprend 25 2 ans après. Plus de 50% de pertes en 2 ans. C'est horrible. Mais c'est l'électrique. Hein. Les seules voitures électriques aujourd'hui qui se vendent, il n'y a qu'une marque. Tu peux regarder tous les spoticars, les machins, tous ceux qui vendent des bagnoles électriques aujourd'hui, ils se les mettent dans la poche parce que ça se vend pas. Faut dire ce qui est. Hein. Enfin, Donc si vous regardez cette vidéo, n'achetez pas de voiture électrique. Ah non, surtout pas. Parce que vous allez perdre beaucoup d'argent à la Surtout pas. vente. Ou alors gardez-la, mais à vie, mais crevez-la, saignez-la, hein. Mettez-la au fin fond du garage, servez-vous-en de poulailler après, mais non, pas d'électrique. Pas d'électrique. Les batteries sont trop fragiles, même si vous avez des garanties qui vont jusqu'à 7 ans. Aujourd'hui, les voitures à 5 ans, 6 ans, 7 ans. Alors en neuf, ouais, tu vois, c'est cool parce que tu te fais plaisir. Ou en société, parce que c'est pas à ton nom, tu vois, c'est à la société, donc ça va. Mais n'achetez pas d'électrique. Ouais, il vaut Déjà, mieux consommer une voiture électrique plutôt que de l'acheter comptant. Déjà, la voiture électrique, on te dit c'est moins polluant qu'une voiture essence. C'est faux. Une voiture électrique, il faut qu'elle fasse minimum 90 000 km pour avoir enfin, pour qu'elle soit enfin moins polluante qu'une voiture diesel ou essence. Par rapport à sa fabrication, elle pollue tellement plus qu'une voiture essence ou Sur qu'une toute voiture la vie thermique. de la voiture, Sur faire toute la 90 000 Il km faut qu'elle fasse ou... 90 000 Ok. km pour être moins polluante. D'accord. Sauf qu'entre-temps, tu as les entretiens, si tu dois rechanger la batterie, c'est plus 90 000, tu repasses à 140 000. Donc au final, la voiture électrique ne sera jamais moins polluante qu'une voiture thermique. Voilà, c'est des voitures jetables. Tu as un pet avec, la batterie elle est touchée, c'est foutu, capoute. On la rend parce qu'elle est épave, parce que ça coûte trop cher de la faire réparer, et ainsi de suite.
le démantèlement d'une voiture électrique, on est obligé de construire des usines pour ça. Donc là aussi, il y a de la pollution, là aussi, il y a tout ça. Donc c'est une fausse bonne idée, quoi. Mais complètement. Enfin, et en plus de ça, on part dans des trucs. Enfin, l'Europe, là, ils sont. Voilà, on va pas s'éterniser sur le sujet, mais voilà, à balle électrique. Ouais, on va pas parler de politique avec toi parce que sinon je crois que la vidéo va durer 2h30. Le prochain point dont j'aimerais parler, c'est le mindset. Est-ce que selon toi, le mindset, donc l'état d'esprit, joue un rôle important pour vendre efficacement, d'après toi? Et c'est une question que je te pose parce que tu es sans doute l'une des personnes que j'ai connues qui est le plus optimiste. Et j'ai l'impression que quand tu as un lead qui rentre, tu pars du principe que la voiture, C'est tu l'as vendu. déjà vendue. Ouais. Est-ce que Ouais. tu peux nous parler un petit peu de ça, de toi, l'état d'esprit que tu as quand Alors, tu vends? je vais revenir sur une expérience que j'ai eue et je m'en suis rendu compte. Raconte-nous des anecdotes. Ouais, quand je bossais chez Triba, j'avais un collègue, donc j'habitais sur Bordeaux, et donc j'avais un très gros secteur, et j'avais un collègue qui habitait en Lozère, tu vois. Alors, mon secteur, c'était son département, c'était le seul vendeur de Lozère, et nous, on était 5 ou 6 vendeurs sur la Gironde. Mais on faisait à peu près le même chiffre, lui et moi. Donc on était toujours en bis-bis. En plus de ça, on avait les concours que Triba fait au niveau France, et on était toujours dans les 5 premiers. Toujours dans Ok. les 5 premiers. Et à chaque fois, et on voyait l'augmentation du truc, tu vois, donc on se suivait. Et au téléphone, quand on s'appelait tous les jours. Tous les jours. Ça, c'est hyper important aussi, je reviendrai après là-dessus. Tous les jours, on s'appelait, je savais quand il avait vendu. De son intonation, Son intonation. Quand je l'entendais sourire au téléphone. C'est dingue, hein, mais une personne, quand elle fait la gueule, même si ça va pas, même si machin, tu l'entends. Tu l'entends, même si elle va vouloir te le cacher, tu sens quand quelqu'un il est heureux ou pas. Tu vois, et ça, enfin, je pense que c'est quelque chose que l'être humain a en lui, c'est des ondes, hein, tout simplement, et tu sens. Et moi, je pars du principe où, peu importe si tu n'as pas vendu, enfin, on l'a vu plusieurs reprises, il y a des mois où bah, tu vas faire 10 bagnoles la dernière semaine. Tu n'as rien fait pendant 3 semaines, tu as accumulé les leads, tu as accumulé les échecs et ainsi de suite. Et moi, je pars du principe où, tant qu'on n'est pas au fond de l'eau, on peut y aller. Faut penser positif pour amener la positivité. Il y a un magnifique livre là-dessus qui est d'Aren Hardy, de l'effet cumulé. ouais. Il te dit, pense positif pour amener le positif. Et c'est ça. C'est aussi un peu la loi de l'attraction. Et je pense qu'il y a deux choses par rapport à ça. La première, c'est qu'effectivement, un vendeur, quand il arrive à closer et qu'il fait des ventes, donc là en l'occurrence des voitures, ça va sécréter une certaine dopamine. Et ça ensuite, ça va être bénéfique parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais toi, j'ai l'impression que tu es un peu un diesel. En début de mois, tu mets un petit peu de temps à démarrer. Et ensuite, sur la deuxième quinzaine du mois, tu arrives à enchaîner les ventes. Et ça, je pense que c'est parce que tu rentres en fait dans un mood où tu as vendu une première, une deuxième, une troisième, une quatrième voiture. Et ça s'enchaîne comme ça. Et moi, ce que tu dis, ma femme me le disait aussi à l'époque où je vendais des voitures ici. Elle me disait, quand je rentrais et que j'étais complètement joyeux, elle me disait, toi, c'est sûr que tu as vendu des caisses aujourd'hui. Et pareil, quand je tirais la tronche, elle me disait, bon, toi, ça va pas trop les ventes en ce moment, quoi. Et c'est vrai qu'il se passe quelque chose par rapport à ça. Je pense qu'effectivement, quand tu es au téléphone, tu dégages une certaine énergie. Et si tu dégages une bonne énergie dans ton intonation, dans ta façon de parler, dans ta façon de dire les choses, ça peut être bénéfique sur la vente. Et même la posture joue un rôle, même les mots que tu emploies et ton débit de parole et vraiment l'énergie que tu mets dans ton discours, ça joue un rôle. Donc c'est pour ça que aujourd'hui les gens pensent vraiment que le métier de vendeur c'est un métier qui est simple, alors que je pense que c'est vraiment un métier qui est très profond et qui demande vraiment énormément de compétences réunies pour arriver à faire du chiffre et avoir de bons résultats. Exactement. Pour en revenir à ma carrière, donc j'ai commencé apprenti cuisinier, et après je me suis engagé dans l'armée pendant 5 ans. Et suite à ça, donc j'ai recontinué, j'ai repris la restauration. Et quand j'ai commencé le métier de commercial, alors la restauration qui est un métier très physique, entre les gamelles, les machins, enfin c'est vraiment très physique, et c'est surtout très long dans la durée puisque tu travailles en coupure, tu travailles les week-ends, tu travailles les soirs, tu travailles beaucoup. Et
je n'ai jamais été autant fatigué que quand j'ai commencé le métier de commercial. La fatigue psychologique, ça a été, Et pour cette fatigue psychologique, elle influe sur ta fatigue physique également. sur ta fatigue physique. C'est-à-dire que tu dors, en fait, enfin moi je rentre le soir, j'ai aucun problème pour dormir, tu vois? T'as Je pas j'ai besoin de prendre des médicaments ou non, autre. non, j'ai pas besoin de tout ça. À partir du moment où tu fais vraiment bien les choses, hein, après, tu as des commerciaux, je Ils sont pense que passifs. voilà, on en a tous croisé, les mecs, ils attendent, hein, ils sont là, ils attendent, ils pensent que ça va tomber et ils se contentent du minimum. Et c'est terrible. Ce que je vois en concession, où tu as des vendeurs qui ont un lead qui rentre, qui font juste un appel, messagerie, je n'ai pas réussi à le Et ça joindre, s'arrête. terminé. Ça s'arrête. Mais Mais c'est un truc qui est nous, impensable. on le voit, puisque quand on appelle, quand on a des voitures concurrentes et qu'on appelle des gros groupes, hein, des mecs qui sont putain, pourtant super réputés et tout, et que tu as le commercial qui est incapable de te donner n'importe quelle information sur la voiture, tu es obligé d'aller les chercher Non, mais il toi-même est avec les. nullissime, Voilà. il est complètement à la ramasse. Et derrière, bah, tu as 0 relance. Pourtant, tu as donné ton numéro perso, tu as donné ton mail, le mec, il peut avoir ton WhatsApp, il peut, tu vois? Et même avec ton nom, ton prénom, il peut aller voir sur Facebook, qui tu es réellement, quelles sont tes passions, pour te rappeler et dire: «Ah bah, écoutez, je vous ai eu en suggestion» et tout, tu vois? Trouver un truc à la con, «J'ai vu vous étiez fan de moto» et il aurait pu créer un lien avec moi. Ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais fait ça parce qu'ils vont pas assez creuser. En fait, ils s'attendent à: «Je décroche, je vends». Je décroche, c'est pas comme ça que ça marche. Pour faire ça, t'as pas besoin d'être un vendeur. Tu prends n'importe qui, tu prends une assistante, tu prends un setter, tu prends qui tu veux, Une borne. une borne, et il fait la même chose. Un vendeur, ça va beaucoup plus loin et c'est un petit peu de ce que tu as dit. Justement, par rapport à ce que tu as dit juste un instant, toi, est-ce que tu fais en sorte des fois d'avoir une relation de sympathie avec la personne? Est-ce que tu t'intéresses à lui, à ton client? Et est-ce que tu as cette phase où tu essaies de créer un lien, une connexion avec tes clients? Toujours. J'essaye toujours de connaître ses passions, j'essaye toujours alors je sais qu'il y a certains vendeurs qui ne font pas ça pour pas être embêtés derrière. Parce que c'est vrai qu'une fois que tu commences à créer ce lien avec le client, bah, tu vas forcément, si tu arrives à lui vendre quelque chose, derrière, derrière s'il y a un SAV, n'importe quoi, il te loupera pas, il te prendra de haut parce qu'en plus de ça, vous êtes entre parenthèses copains. Je Sauf que pense à monsieur. Monsieur, je kiffe ce mec. Mais derrière, tu vois, enfin, il a eu un petit souci avec sa magnifique X4, mais bah, derrière, ça m'a permis de lui rajouter une extension de garantie. Donc là-dessus, parce qu'il me fait confiance. À partir du moment où je dis c'est bon, tu peux prendre ça parce que ça c'est bien, il me fait confiance. Et pour preuve, mec, il te met un commentaire, la prochaine bagnole, c'est toi, quoi. C'est pas un autre, c'est toi. Peu importe, en plus, enfin, il est en Charente-Maritime, nous on est en Alsace, quoi. Voilà. C'est l'opposé. Maintenant, tous les conseils qu'on donne s'appliquent beaucoup sur du premium et sur des voitures à 50 000 euros et plus. C'est clair que si vous avez une 208 d'occasion à vendre à 7 000 euros, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ce process de vente. C'est beaucoup plus souvent du one-shot, ça va beaucoup plus vite. Mais sur du premium, eh bien, ça demande beaucoup plus d'efforts. Et toi, quelle est la durée d'un call quand tu vends une voiture qui est sur une fourchette de prix entre 50 et 150 000 euros? Un Alors, call dure combien de temps? c'est entre un quart d'heure et 30 minutes. On essaie de pas trop déborder. Après, si c'est une journée plutôt cool, bah, tu prends ton temps, tu papotes avec lui. Mais plus tu vas papoter, plus tu vas t'éloigner du sujet. Mhm. Et c'est pas le but. C'est pour ça que des Donc, fois, faut bah, pas s'éterniser non plus. non, voilà, faut pas hésiter à dire, écoutez, j'ai un client qui rentre ou j'ai un double appel, je vous laisse, mais on se rappelle, on peut se rappeler quand. Et voilà, toujours, ne jamais raccrocher en fait sans avoir une date de rappel. Tu vois, c'est Ça, c'est un truc super important. à part tu raccroches, tu as oublié la date de rappel, c'est terminé. C'est terminé. Et je l'ai vu, je l'ai vu, un mec pour une RS3. Mec, on est resté 3 quarts d'heure au téléphone, c'était top et tout. J'ai eu réellement un client qui est rentré. J'ai dit, écoutez, je dois vous laisser, j'ai un client qui est rentré. J'ai oublié de lui demander Et quand est-ce là, qu'on se rappelle. Ça fait 2 semaines, j'essaie de le rappeler, rien quoi. C'est comme ça, il m'est passé sous le nez. et ce qui est beau avec ce conseil, c'est que tu demandes à ce client
quelles sont vos disponibilités pour notre prochain appel téléphonique. Le mec va s'attendre à ce que tu l'appelles tel jour à telle heure, et toi, tu n'as aucune gêne à relancer cette personne à ce C'est moment-là. prévu. C'est prévu de le rappeler. Donc, et puis en plus de ça, tu vas le rappeler à une heure qui lui convient, tu vois. Tu ne le déranges pas. Voilà, tu le déranges pas. Il est pas au boulot, il est pas à son truc de golf, il est pas machin. Il a une heure où il sera prêt en position. Et après, il faut pas hésiter, hein. Si tu sens que le client au téléphone, il est un peu occupé, il a pas trop la tête à ça. Moi, ce que je faisais quand j'étais en menuiserie, que j'arrivais chez le client et que euh, tu sentais le client qui était déconnecté, tu sais. Il Ben, écoute à moitié. en fait, t'arrêtes le rendez-vous, tu dis monsieur, ça va pas, vous voulez qu'on reporte le rendez-vous, tu vois. Le mec, il est là, il est surpris déjà, tu connais pas. Bah, je vous sens pas dedans là en fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Voilà, et là, le client, ouais, bah effectivement, et là, tu rentres dans le pourquoi. Ben voilà, je vais pas trop bien parce que j'ai ça qui vient de m'arriver, j'ai ça, ok. Ben, écoutez, ce qu'on va faire, et là, tu es conciliant avec lui. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous laisser 1 ou 2 jours et je reviens de tel jour, telle heure, et j'espère pour vous que ça ira un peu mieux, tu vois. Et il faut pas le relancer pour lui confirmer. Parce que si tu fais ça, lui va dire non, c'est bon, j'ai plus besoin de vous. Non, tu reviens tel jour, telle heure, et tu es là. Après, par téléphone, c'est différent, parce que tu vas le rappeler à ce moment-là. Lui, s'il décroche ou pas, c'est petit bonheur la chance, quoi. Sur 10 voitures que tu vends ici, combien de voitures tu vends par téléphone à des personnes qui ne sont pas de la région et qui ne se déplacent pas pour signer un bon de commande ici? Je crois qu'on est à 9 sur 10, il me C'est semble. beaucoup, hein. Ouais, C'est on énorme. fait que ça. Que ça, c'est hyper rare quand on a des clients de la région. C'est, Mais après, une fois de plus, parce qu'on a des modèles qu'on trouve pas partout, donc les gens sont à la recherche, sont prêts à faire, qui viennent de Montpellier, qui viennent, voilà, ils viennent de partout pour ça. Ok Alex, quels sont selon toi les différents profils, types de clients et est-il important de s'y adapter? Je pense qu'il existe différents profils de clients. Tu as des personnes qui sont un petit peu plus introverties, peut-être comme ce client X5 qui ne Ouais. voulait pas trop échanger par téléphone. Tu as des personnes qui sont peut-être un peu plus extraverties. Tu as des personnes qui parlent beaucoup, qu'il faut canaliser un petit peu et vraiment avoir le lead au fil de l'échange et savoir voilà, l'emmener où on veut. Tu as des personnes qui vont être, qui vont avoir un caractère encore différent. Selon toi, quels sont les différents profils, types de clients et comment toi tu t'adaptes à ça? T'en as 4, t'as 4 profils. T'as le hibou, c'est celui qui est carré, qui est concentré sur son objectif et qui veut un maximum de détails. C'est vraiment. Et là, c'est à toi, d'où l'écoute aussi, hein. C'est là où C'est tu qui vas. ça le hibou? C'est toi, par exemple. Et moi je t'appelle le perroquet. Le perroquet. Mais ça, c'est après le perroquet. Donc, tu as le hibou qui est vraiment concentré, qui sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, mais dans ce qu'il veut, il y a un maximum de détails. Et c'est là où lui, il va falloir faut vraiment être hyper attentif avec lui parce qu'il va tout enregistrer. Il va rien rater et tout sera là. Et c'est à toi de pas te tromper. Et ensuite, tu as le perroquet. Perroquet qui est hyper joyeux, hyper truc, hyper tactile, hyper machin, toujours dans la déconne, machin et tout, mais il sait où il va, il sait ce qu'il veut. Après, il n'est pas aussi concentré que le hibou, mais voilà, il a quand même quelques bases, on va dire, de conviction. Enfin, il sait ce qu'il veut. Après, tu as la petite biche. Tu as la petite biche, tu as le client qui a besoin qu'on le prenne par la main, qu'on l'accompagne, qu'on le sorte un petit peu de sa zone de confort, qu'on lui dise allez monsieur, c'est maintenant qu'il faut l'acheter la voiture parce que ça va vous passer sous le nez et vous allez regretter et vous allez rester dans votre coin en ayant perdu la voiture de vos rêves, tu vois. Donc lui, il faut vraiment l'amener, il ne faut pas hésiter à lui poser les questions, mais sans trop le brusquer parce que la biche, quand tu la brusques, elle se barre. Donc lui, il faut vraiment y aller cool, il faut un peu joyeux mais pas trop parce que si tu es trop extravagant, il va se dire oh là là, c'est encore un fou furieux, il est machin. Pas être trop dur parce que tu vas lui faire peur. Donc faut être doux. Faut être gentil, faut être en mode, c'est très, très calme. Et puis, tu as le taureau. Alors lui, il t'appelle, je vous propose tant. Voilà. Tête baissée, il y va. Il n'y a pas de filtre. Tu t'adaptes pas, tu fais pas. C'est le client le plus rapide du monde, hein. C'est le Lucky Luke. C'est le Lucky Luke de la vente. C'est je veux ça, je vous propose tant.
OK. Beh, c'est un petit peu ce qui s'est passé là en 48 heures avec le X5 aussi, puisqu'il savait ce qu'il avait comme soult. Donc, il a voilà, je pense que c'est pour ça qu'il voulait pas me parler, parce qu'il avait peut-être pas envie d'entendre le commercial, en fait, tu vois? Il avait, juste besoin et il me l'a rappelé à plusieurs reprises. Quand, je lui ai demandé des détails sur sa reprise, ainsi de suite, mais je vous ai déjà marqué ça, tu vois? Il était en même temps hibou et taureau, tu vois? C'était un Ouais, peu, c'était un mélange. mais sans me parler, parce qu'à mon avis, il avait pas envie d'entendre le beau parleur, le machin, à Ouais. l'image du commercial, hein. On sait tous que, voilà, on est classifiés comme des vendeurs de tapis ou des arracheurs de dents, mais après, ouais, c'est chacun est différent et c'est à toi de t'adapter et tu t'adaptes par rapport à l'écoute. À l'époque, il y avait une série qui s'appelait Le Caméléon. Le mec était capable de faire n'importe quel métier et j'adorais cette série. Tu vois? Le mec était docteur, pilote d'avion, machin, mais à chaque fois, il s'adaptait. C'est-à-dire qu'il arrivait, pop, pop, il regardait, machin et tout, il faisait son truc et après, tac, il faisait. Et je pense que, aujourd'hui, pour être un très bon vendeur, il faut être un caméléon. Si tu n'es pas capable et si tu restes buté sur ton toit, c'est pas la peine. Tu vois, tu vas vendre, mais qu'à des clients qui sont comme toi. Tu vas pas savoir t'adapter, tu vas pas savoir vendre à un hibou, tu vas pas savoir vendre à un machin. Si tu es perroquet taureau, bah, tant mieux pour toi, mais tu vas pas savoir te mettre à la barre de ton client, quoi, tout Mhm. simplement. Alors moi, comme tu l'as dit, j'ai un petit peu plus le profil hibou, c'est-à-dire que j'ai vraiment le sens du détail, je suis très carré, etc., etc. Et ça me porte un peu préjudice sur la partie fidélisation. Parce que en fait, je suis tellement directif dans mes échanges et j'installe un petit peu une distance et tu vois, j'aime pas perdre de temps, je vais vraiment à l'essentiel et j'essaie d'emmener mon client au closing assez rapidement. Donc vraiment, voilà, j'ai un petit peu ce profil-là. Et ce que j'ai remarqué, c'est que on a quand même des clients qui reviennent, on a des clients qu'on arrive à fidéliser parce que le client était satisfait du produit qu'il a reçu et de la transaction en elle-même. Mais je pense que je devrais, tu vois, être un petit peu plus perroquet après la vente peut-être pour essayer de fidéliser davantage le client et faire en sorte que voilà, il y ait une sympathie et que bah, il rachète chez nous, quoi. Et du coup, toi, ce que tu dis, c'est que quand tu as un profil hibou, comme on l'a appelé là, où le mec il a le sens du détail, il est carré, bah, tu vas dans son sens, tu es carré dans les échanges, dans tes mails, tu fais attention à vraiment structurer tes mails, etc. Quand tu as quelqu'un qui est un petit peu plus, qui a le profil perroquet, tu vas être un peu plus dans la tchatch, un peu plus dans l'humour, etc. Et quand tu as une biche, tu vas essayer de ne pas trop la froisser, d'y aller doucement. Et quand tu as un taureau, ben, tu fais le taureau et puis tu es cash comme lui. Voilà, exactement. La prochaine thématique du podcast, ça va être les process de vente et les expériences marquantes. Est-ce que tu peux nous expliquer ton process de vente étape par étape? Mhm. Comment tu procèdes entre le moment où tu as un lead qui rentre et le moment où tu prends la compte avec le bon de commande? Donc, tu as ton lead qui arrive. La première chose, c'est tu le contactes. Ouais. Tu le contactes. Si tu ne l'as pas au téléphone, j'ai pas pour l'habitude de laisser un message tout de suite sur le répondeur. Mais derrière, je lui envoie un mail, je lui envoie un SMS et je lui envoie un WhatsApp. Donc là, il y a 4. T'es partout. Voilà, je suis là, tu peux pas dire je vous ai pas eu. Tu vois, c'est pas possible ou il y a des trucs. À partir du moment où tu as le client au téléphone, tu l'écoutes. Tu écoutes son besoin. Déjà, tu regardes la voiture, ok, c'est pour tel modèle. Tu écoutes son besoin, voir si c'est réellement la voiture qu'il lui faut, puisque bah, ça aussi, hein, il suffit qu'il ait un coup de cœur pour un Macan, alors qu'au final, il a plus besoin d'un Cayenne, tu vois, parce qu'il a 7 gosses, parce que. Bon. Donc là-dessus, tu l'écoutes à fond, tu t'adaptes à sa personne, savoir comment il est, savoir tout ça. Une fois que tu as fait tout ça, bah, tu pars, tu refixes un rendez-vous. Entre-temps, tu prépares ta proposition commerciale. S'il y a une reprise, tu fais ta reprise. Tu prépares Comment tu gères les reprises? La reprise, en général, on demande plaque d'immatriculation, le kilométrage des photos intérieur-extérieur, l'entretien du véhicule. Après, on va vérifier sur carte verticale
et historique, voir si la voiture elle est OK. En général, je viens te voir toi, on en discute et vis-à-vis de ça, On a aussi des outils de chiffrage pour définir les ouais, montants entre d'entreprise. l'Argus, tout ça, on a la centrale aussi qui est plutôt pas mal avec Pilot Price. Donc on arrive à prendre avec tous ces outils en fait. Puis après, on va utiliser l'outil phare que je pense aujourd'hui tout le monde utilise et devrait utiliser. C'est le fameux ChatGPT qui te fait des mails extraordinaires. De L'avantage, dingue. l'avantage avec ChatGPT, c'est qu'en fait, tu as affaire à une personne hyper intelligente. Donc, tu peux lui parler, enfin, nous, ce qu'on a fait, hein, j'ai créé un profil, je lui ai expliqué qui j'étais, je lui ai expliqué ce que je faisais dans la vie, et vis-à-vis de ça, j'ai besoin que tu m'aides. Donc, ok, donc tu crées un lien avec lui, hein, tu crées un lien, et vis-à-vis de ce lien, tu peux retravailler tes mails, tu peux retravailler tout ça, et c'est vrai que c'est un plus, parce qu'il va trouver des arguments, où il va plus ou moins formuler des phrases que toi, tu ne serais pas capable de formuler, parce que tu as un autre langage et tu n'es pas forcément habitué à parler comme ça. Et c'est vrai que ce langage-là, quand tu le lis, il est beaucoup plus apprécié par le client que voilà. Après, quand tu sais bien parler, ça va. Mais, moi, par exemple, je suis dyslexique et dysorthographique, tu vois. Donc, l'écriture, c'est pas mon fort, mais pas du tout. Et là, en ayant cet outil-là, tu peux écrire comme un chien, il te répond comme une colombe, hein. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir des lacunes et personne n'est parfait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu as réussi à combler cette lacune avec l'intelligence artificielle qui, je pense, aujourd'hui est quelque chose que tout le monde devrait utiliser et appliquer dans son business ou dans son travail. Je pense que tu es très fort en one-to-one. Je pense que tu es bon aussi à l'oral, donc au téléphone, etc. Et effectivement, à l'écrit, c'est pas ton point fort. C'est là où tu es moins bon. Et du coup, avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on arrive à faire des dingueries dans le sens où, effectivement, toi, tu as préparé ton prompt. Donc, le prompt, c'est quoi? C'est, voilà, je suis Alexis, je travaille ici, je vends tel produit et aujourd'hui, j'ai un client qui est intéressé par cette voiture. Est-ce que tu peux me pondre un email pour ce client en indiquant telle et telle chose, et ensuite ChatGPT arrive à te répondre avec Ouais. une réponse parfaite, et après tu peux lui demander de réajuster un petit peu la réponse, etc., ou tu peux le faire toi-même. Tu as aussi des modèles de mails qui sont déjà prédéfinis, et en fait ça, c'est important dans le sens où en fait on se rend compte que tous les jours on fait un petit peu des mails qui sont assez similaires. Parce qu'il y a un client qui demande si la voiture est disponible, donc la réponse est toujours la même, etc. Et toi, aujourd'hui, tu as une liste de modèles où tu vas piocher dedans en fonction C'est du ça. mail du client. C'est ça, et après je fais même des fois plusieurs nouveaux messages avec différents modèles, et je vais, s'il y a la voiture dispo, oui, la voiture est dispo. Alors, par exemple, sur la centrale, souvent tu reçois un lead sans téléphone, sans mail. On a fait un modèle réponse la centrale avec la centrale crypte vos données, donc je n'ai pas d'adresse mail ni de numéro de téléphone, et je ne peux pas vous envoyer ni de lien ni de pièces jointes concernant le véhicule que vous courtisez. Donc la voiture est là, mais je ne peux pas vous répondre. En gros, Donc, commencez par me donner vos voilà, coordonnées. donnez-moi vos infos et moi je pourrais vous répondre un peu plus, beaucoup mieux même. Derrière, c'est vrai que tu as offre détaillée où tu vas avoir, nous on utilise Dropbox où on met les liens, on met pas mal de choses sur la voiture. Ça c'est hyper important. Tu sais, quand tu achètes quelque chose, c'est hyper important de savoir d'où elle vient, savoir comment elle a été entretenue, savoir ses options, savoir tout ça. Et à part dire, elle est bleue, elle a des jolies jantes et des vitres, tu vois, c'est bien, ça tout le monde le voit. Après, aller chercher un peu plus en détail, surtout nous ici, avec toutes ces belles voitures, chaque Macan va être différent, chaque SQ5 va être différent, et d'autres. Et je pense que apporter toutes ces informations aux clients, et ça, nous, on a eu ce retour là depuis on a beaucoup travaillé dessus. On a encore d'autres idées qui arrivent, et ça, ça va être encore mieux. Apporter le max d'infos. Tu mets le client en confiance. Déjà, il se dit, le mec, il me répond assez rapidement.
il m'apporte des informations que je lui ai même pas demandées, mais il m'en apporte tellement. J'ai des preuves par papier, j'ai tout par papier, tu vois. C'est hyper important déjà là-dessus. Et deuxième chose, c'est que ça peut en plus confirmer pourquoi elle est à ce prix-là, tu vois. Mhm. C'est pas la voiture, le chat dans un sac, comme t'appelles beaucoup de mandataires. Non, mais la voiture, elle est pas là, elle est encore là-bas, mais vous inquiétez pas, machin, on a le contrôle. Moi, je m'inquiéterais, mec, t'as pas vu la voiture, t'essayes de me vendre un truc que t'as pas vu. Je comprends pas, tu vois. T'achètes du neuf, t'en fous, ça sort d'usine. T'achètes de l'occasion, elle est passée dans combien de mains? Elle est passée où? Est-ce qu'elle a été accidentée? Est-ce qu'elle a été volée? Est-ce que les compteurs ont été trafiqués? Ça, les compteurs trafiqués, j'en entends tous les jours. Ah ouais, les compteurs trafiqués. C'est pas parce qu'elle vient d'Allemagne qu'elle est trafiquée. Idée reçue. Il y a des reçus, exactement, mais les gens sont tellement posés là-dessus. Dans ces cas-là, achète pas de voiture allemande. Tu vois, enfin, reste sur du Peugeot, sur du Renault, comme ça, t'es sûr. Tu vois, Ouais, parce que mine de rien, quand tu regardes un petit peu le marché, les voitures de marque allemande qui sont en France, elles sont très mal configurées. Tu sais, là, on a repris une BMW série 1 en 120D, M Sport. Donc tu dirais, ok, config pas mal. Elle a même pas les sièges chauffants. Elle n'a pas le toit ouvrant. Il manque vraiment énormément d'options. Et tu reprends cette même voiture, tu l'importes d'Allemagne, tu peux être sûr qu'elle a package un complet. package d'options qui est terrible. Et En termes d'entretien, c'est pareil. En général, le Français, quand il achète une nouvelle voiture, dès qu'il peut sortir du réseau concessionnaire, il y sort. direct. Alors que l'Allemand, non. Tu vois, l'Allemand, lui, il sait que derrière, il revendra mieux sa voiture. Et ce qui compte et ce qui est vraiment très important quand vous vendez une voiture aujourd'hui en 2024, c'est de communiquer effectivement et de donner de la matière à votre client. Et ça passe justement par un historique d'entretien, une liste d'options, du papier, de la matière, parce que les paroles ne suffisent pas. Et il faut appuyer tout ce que vous dites avec justement ces éléments-là pour emmener le client vers le closing et pour arriver à vendre la voiture. Et effectivement, il y a beaucoup de gens, comme tu dis aujourd'hui, qui sont au téléphone, qui disent OK, ben, elle a telle option. Oui, elle était suivie dans tel réseau, etc. Mais il faut du papier en fait. Il faut vraiment des preuves et il faut de la matière. Et nous, on le fait bien ici parce que on a mis un système où on va héberger tous les fichiers qui constituent le dossier d'une voiture qu'on va héberger sur Dropbox et on va fournir à ce client un lien Dropbox pour lui permettre d'avoir accès à tout ça, donc liste d'options, historique d'entretien, rapport carrière verticale, etc. Et ça, je pense que ça fait vraiment la différence. Tu sais, on dit toujours, hein, les paroles s'envolent, les écrits restent. Tu vois. Et quand tu as, par exemple, je prends le Cayenne qu'on a vendu là, cette semaine, 48 000 euros d'options. Tu te vois énumérer 48 000 euros d'options, toi? Tu passes 2 jours, tu vois. Ah, attendez, il avait quoi? Il avait ça, 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 ça. Tu as 3 pages d'options. Le client, au bout de 2 options, il a lâché, tu vois. Tu vas passer plus de temps à tout Non, monsieur, je vous envoie la liste des options. Déjà, paf, ça c'est fait. Tu checkes le truc. Ensuite, l'entretien, ouais, bah, il était entretenu complet Porsche. Ok, je vous envoie le truc, ça c'est fait aussi, tu vois. Et l'historique, je vous envoie le quart vertical. Voilà. Et là, le mec, bah, qu'est-ce que tu veux dire? Il a tout. Il a tout. Et le prix, bah, la fin justifie les moyens, tu vois. Enfin, je veux dire, tu as tout là, ça C'est vaut ça, ça. Et exactement. trouver l'équivalent de ça en France aujourd'hui moins cher, il n'y a pas. Ça permet aussi justement de justifier le budget, comme tu le dis. Exactement. Ok Alex, est-ce que tu peux nous raconter quelle a été ton expérience de vente la plus simple, la plus facile, la plus rapide, ce que tu veux, et ton expérience de vente la plus chaotique, la plus compliquée? Peut-être que tu as vendu ou pas cette voiture, mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces Ouais. 2 types d'expériences totalement différentes que tu as pu vivre en tant que vendeur? Plus belle vente. Alors, il y en a deux. Enfin, il y en a une en particulier, c'était dans l'immobilier. L'immobilier, une maison à 980 000 euros. Je vais voir les clients. Enfin, les clients m'appellent et me disent voilà, vous avez été recommandé, tout ça. Ok, super. Donc j'arrive, grosse maison, enfin grosse villa, un truc enfin, juste à côté de Bordeaux, un quartier très huppé. Je vois la maison, je dis waouh, donc je fais un truc avec le drone et tout. Enfin, je m'éclate. Euh, je poste l'annonce. 15 minutes après que le client m'appelle, il me dit monsieur, oui, je vous appelle pour telle maison. Je dis oui. Il me dit elle est encore dispo. Je dis bah, c'est une maison qui vient juste de sortir. Il dit oui, je sais. Il me dit je peux la visiter. Je dis ok. Il me dit bah je suis devant, je vous attends.
Donc, j'ai dit ok, ben, j'arrive. Il dit en fait, je vous explique, voilà, on cherche désespérément une maison, on a raté celle du voisin. Il dit à 2 jours près, il dit on a un peu tardé. Il dit celle-là, elle me plaît. Il dit j'ai adoré votre vidéo. Il dit je la prends cash. Offre au prix, Offre au prix. terminé. J'étais là, j'ai ok. Et je me rappelle, le client m'avait dit une chose. Il m'avait dit putain, 38 000 euros de commission. À l'époque, c'était 38 000 euros de commission pour 15 minutes de vente. Il dit, c'est quand même, c'est bien payé, non? Je dis, Ouais. je dis, ouais, ça va, ouais. Ça va, ça va. Après, donc ça, c'était dans l'immobilier, vraiment, c'est un élément qui m'avait beaucoup marqué. Et la pire, bah, c'était il n'y a pas très longtemps, la M2. La M2, Ah ouais. ah ouais. Lui, Là, il est. là bah, tu vois, mauvais moment, tu vois. Pas de vente, pas de machin. Le mec, tu l'as, mais et là, il débarque et tu baisses tout, quoi. Non, puis le truc, c'est qu'il n'y a pas de sympathie. Il Non. te donne pas envie Non, non, d'aller dans non. son sens. Et Mais en même temps, c'était une voiture, ça faisait quoi? Ça faisait un mois et demi qu'on l'avait en stock. Tu avais envie tu vois, de faire tourner la boutique. Et tous les leads que tu as eu dessus, bah, ils tombent à l'eau parce que c'est un import, parce que si, parce que pas le budget, parce que la reprise ça va pas, parce que machin, truc. Alors que cette voiture était extra, quoi. Je veux dire, boîte méca, tout. Enfin, je veux dire, un bijou. Et t'as lui qui débarque et qui a pas de reprise et qui a le pognon et qui te grappille à gauche, à gauche, à droite et jusqu'au dernier moment, quitte à te péter la vente, tu vois, le mec, tu le sens comme ça. C'est si tu me donnes pas, je te la prends pas, tu vois. Et toi, t'es comme un crevard, t'es là, tu te dis, putain, mais vas-y, tu sais, vas-y, c'est bon, euh, vas-y, prends-la ta mais si caisse, c'était à étouffe-toi refaire avec avec, du recul, tu te dis, mais tu je sais l'aurais quoi, pas je l'aurais vendu. pas vendu à Non. lui. Et tu sais, j'aurais fait plaisir à un autre client Ouais. qui aurait mérité cette voiture et qui aurait été Quitte à beaucoup plus gagner moins agréable. d'argent, tu Ouais. vois, mais au moins mais pas à lui. J'aurais fait la même chose à quelqu'un vraiment qui aurait été passionné, cool avec moi, tu vois. Lui, il l'a pas été. Ouais. Mais tu vois, l'état d'esprit. J'étais dans un flop, en fait, et voilà, ça m'a. Je sais pas, c'est comme ça, on a tous des faiblesses, et bah, ce jour-là, j'étais dans un mauvais moment, et bah, il en a profité. Il en a profité. Pourquoi t'es passé de l'immobilier à l'automobile? Alors, bah, déjà, l'automobile, quand j'étais plus jeune, que je venais de quitter l'armée, j'étais parti travailler au Luxembourg dans la restauration, vite fait. Et je voulais être commercial. Et j'avais été au Luxembourg, sauf que je parle pas un mot allemand. Enfin, tu l'as vu, hein, je suis une catastrophe. Même une vache espagnole, je pense qu'elle parle mieux que moi. Je parlais pas un mot d'allemand et je suis allé dans diverses concessions et ils m'ont tous rejeté. Ça m'avait mis un peu le truc. Et du coup, donc après, je suis parti, j'ai fait mon bout de chemin et je suis rentré en tant que commercial. Et puis, bah, quand j'ai quitté Bordeaux, en fait, j'avais tout mon réseau là-bas. Tu Mhm. vois, j'avais un très beau réseau et je gagnais bien ma vie. Bon, la vie a fait que je me suis séparé, donc je me suis rapproché en Alsace vis-à-vis de mes parents et ainsi de suite. Et du coup, ça m'a porté plutôt chance. Du coup, arrivé ici, bah, il a fallu que je reconstruise tout. Sauf que tout reconstruire en n'ayant pas grand-chose dans la poche, puisque j'avais presque tout perdu, il a fallu que je trouve quelque chose. Et ben là, tu te dis, mais attends, t'es pas mauvais, tu vois, t'es pas mauvais, tu kiffes les caisses, c'est le moment. Tu changes de vie, tu changes de vie, tu changes de région, tu changes de tout, tu vois, donc bah, tu pars là-dedans. Et puis, bah, tu sais, l'immobilier, c'est de l'extérieur, c'est beau, hein, et puis de l'intérieur, c'est moins beau. Je reprends le groupe IAD avec qui j'étais en partenariat, hein, parce que tu es indépendant chez eux. Euh, Mes plus gros concurrents quand j'étais là-dedans, c'était IAD. C'est-à-dire qu'il y en avait tellement et en plus de ça, ils ont des règles. Donc tu peux pas consulter sur tel terrain, tel machin, tel truc, parce que sinon ils te foutent au premier cercle, te foutent au machin. Ok, donc tu as une zone de chalandise Tu as dédiée, une chose de mais elle est chalandise que trop tu te petite. dédies, Ok. mais là-dedans, tu peux être 2 ou 3, tu vois. Ah, Et donc, bah, c'est à toi de t'arranger avec les autres. Et si tu t'arranges pas avec les autres, bah, tant pis, c'est la guerre. C'est vraiment la guerre. Quand c'est une autre boutique, tu peux travailler en partenariat, en tout ça. Quand c'est IAD, c'est mort. C'est mort parce que vous êtes la même boutique. Même si lui, il a un client, machin, tout. À partir du moment où tu rentres le bien, le plus important, c'est de rentrer le bien dans ta boutique. Ça, c'était vraiment horrible chez IAD parce qu'il y en avait tellement partout. Moi, je sais que j'habitais une petite ville de 7000 habitants.
on était 6 ou 7 agents IAD. Là-dessus, tu rajoutes les autres agents. Il y avait Safety, il y avait DSK, il y avait je sais pas quoi. Tu avais encore une agence immobilière Century 21, tu avais les Volets Bleus qui était aussi une agence immobilière, plus encore tous les autres agents, tu vois, parce que c'était une ville qui était très riche, on va dire. C'était la ville où le mètre carré était le plus cher au niveau de Bordeaux. Donc tout le monde venait picorer là, tu vois. Et c'est à toi de faire ton truc, tu vois. C'est à toi d'aller tous les jours. Moi, tous les jours, j'allais prospecter. Tous les jours. Et en fait, tu passes plus de temps à t'user psychologiquement, à te battre contre les autres qu'à faire ton métier. Ok. Donc ça m'intéressait plus. Et quand je suis rentré dans le monde de l'automobile, certes, au début, j'étais chez Peugeot à Strasbourg. Ça se passait plutôt bien, tu vois. Après, la direction a mis des choses en place qui ne m'ont pas plu, comme si tu avais une mauvaise note sur un commentaire, tu avais 8 au lieu de 10, tu vois, tu prenais moins 1200 balles sur ton salaire, tu vois, sans aucune raison. Enfin, tu te dis, c'est que moi, je ne travaille pas pour ça, tu vois, je travaille pour gagner de l'argent, je ne travaille pas pour en perdre. Donc, c'était pas En fait, intéressant. j'ai l'impression que les concessions, elles ont complexifié, mais bêtement, les pay-plans. Et en fait, tu as des pénalités, tu as des bonus. Il suffit que tu loupes une extension de garantie ou un financement pour avoir une pénalité qui représente tes 5 ventes. Enfin, c'est un truc hyper complexe. Et c'est dommage parce qu'il n'y a pas besoin de faire ça en fait. Ce que je voulais te demander aussi par rapport à l'immobilier, est-ce que quand tu étais agent immobilier, en tant qu'agent immobilier, tu as vu passer des bonnes affaires où tu t'es dit ça c'est un coup de fusil et tout ça? T'en as vu? Si j'avais eu les moyens, j'aurais pu gagner énormément d'argent. Euh, Après, j'avais pas forcément les moyens vu que je commençais l'activité. Et puis, bah, tu sais, faut que tu développes, que tu crées, que tu fasses tout ça. Donc, Mais et ça puis, existe des bonnes affaires en immobilier, en ouais, off-market peut-être, ouais. avant que ce Bah, soit en ligne. les plus grosses que j'ai fait, c'était en off-market. Ok. La maison, le voisin, hein, le client m'appelle. J'ai même pas eu besoin de la publier, la maison. Je dis, écoutez, le client, je l'ai. Il me dit, c'est qui? Je dis, c'est votre voisin. Il est locataire actuellement, il cherche une maison. Et c'est la vôtre. Donc, tu vas, hein, tu sors, tu dis, tac, tac, la maison à côté, elle est en vente, c'est Et le tu temps. travaillais aussi avec des marchands de biens ou des investisseurs en immobilier ou Assez pas du tout? rarement, les marchands de biens, il faut savoir qu'ils tirent vachement les prix vers le bas. C'est trop quoi. C'est beaucoup trop. Après, eux ciblent plus le particulier parce qu'ils peuvent mieux les saigner. Les agents immobiliers, nous, on a du recul là-dessus, ce qui fait que bah, pour le particulier qui veut vendre, c'est un peu mieux parce qu'il est un peu protégé là-dessus. Et toi, tu vas défendre ton beefsteak. Après, si vous êtes 3-4 agences dessus, sur la maison, tu vois, demain, tu mets ta maison en vente, tu as 3-4 agences. L'agence, elle ne va pas travailler pour toi, hein, elle va travailler pour elle et son client qui est acheteur, parce que c'est le premier qui vend qui prend la com, hein, D'accord. c'est pas les autres. Donc, moi, je disais toujours, hein, si vous ne me prenez pas en exclusivité, c'est pas la peine. On n'ira pas plus loin parce que vous allez mettre 3 agences et je ne vais pas travailler pour vous, je vais travailler pour moi. Donc c'est pas intéressant et vous allez perdre de l'argent. Et les contrats d'exclusivité, il y a une durée définie? Ouais, tu as une durée, je crois que c'est 2 mois à peu près en exclu. Après, c'est 2 mois sûrs. Et après, ça prolonge tant que tu n'as pas fait ton recommandé pour arrêter l'exclusivité. Et je crois qu'au bout de 16 mois, ça s'arrête automatiquement. Ouais, quand même. Ok. Et du coup, tu m'avais aussi dit que en fait, le marché de l'immobilier ici dans notre région était différent et les gens avaient un profil où, si tu veux, ils changeaient pas, ou ils revendaient pas leurs biens, ils aimaient bien détenir, mais c'était une philosophie En différente. fait, l'Alsacien, je pense que c'est même les gens de l'Est, on va dire Lorraine et Alsace, ont cette physiologie de j'achète un bien, c'est un bien familial, tu vois. Tu achètes une maison pour vivre dedans, pour la transmettre à tes enfants et ainsi de suite. Dans le sud-ouest, ils sont un peu différents, c'est j'achète un bien pour faire de l'argent. Ouais. C'est je fais de l'achat-revente. Je vais l'acheter, je vais la revendre dans 5-6 ans parce que le marché de l'immobilier va augmenter, parce que machin, parce que ci, parce que là. Après, ça dépend, hein, tu sais, c'est un peu comme en bourse, c'est variable. Tu as plus ou moins par rapport au taux d'emprunt et ainsi de suite. Tu peux plus ou moins vendre. Enfin, le prix de l'immobilier, tu sais, il est toujours inversé avec le taux des banques. Donc, voilà. Moi, j'ai découvert ça en fait. C'est que ici, quand tu arrives à choper une maison, c'est que soit ils ont divorcé, soit ils ont déménagé sur une autre, c'est souvent les militaires, soit bah, ils sont décédés, ou alors ils sont super endettés. Mais l'Alsacien, c'est assez rare le surendettement parce qu'il est très. Il Donc, épargne. ouais, il épargne, mais c'est un bosseur. Enfin, je pense que tu sais, c'est un peu l'allemand de base. Hein, même C'est la mentalité allemande, ils sont ouais. disciplinés, ils sont très lève-tôt. Et tu sais, ce que j'ai appris, c'est que l'Alsacien, en fait, à l'origine, c'est un Suisse. Ok.
Ouais, c'est un Suisse qui a été, en fait, les Allemands à l'époque avaient fait, venir des bourgeois suisses, en Alsace pour maintenir en fait, la comté, tu vois? Et ils ont fait développer ça comme ça et c'est pour ça qu'en fait le patois alsacien ressemble énormément plus à l'allemand suisse qu'à l'allemand. D'accord, ok. Voilà. Tu m'as appris quelque chose. Je me coucherai moins bête. Tu peux nous dire comment tu fais face à un client qui est mécontent ou insatisfait? Tu l'écoutes. Tu l'écoutes et la chose la plus importante, tu lui montres que tu es là, que tu décroches. Décroche, ne Faut fais pas pas faire le mort, non, c'est ce faut qu'il y a de pas faire pire. l'autruche. Déjà, pour toi personnellement, faire l'autruche, tu sais, c'est garder les problèmes en toi, c'est jamais bon et en rajouter, c'est encore moins bon, enfin nous on en a, hein, on a des clients qui nous appellent et la seule chose de bon qui ressort à chaque fois, c'est: «Au moins vous décrochez, quoi». Tu vois? Tu es là, tu réponds présent. Tu réponds présent: «Écoutez Ouais, on monsieur», assume. mais en fait, c'est bête à dire, tu vois? Mais faire l'autruche, comme peuvent faire aujourd'hui les gros groupes, hein. Regarde Stellantis avec les 1 litre de PureTech et tout, je veux dire, il a fallu, partir en procès pour qu'ils acceptent que leur moteur, c'était de la merde, tu vois? Et même encore aujourd'hui, tu regardes sur les réseaux, là, je vois le mec qui s'est déguisé en vache et tout, au salon de l'auto, machin et tout, tu vois? Il a fait un Mais bordel ouais, mais le mec, monstre, mais je mais suis il a raison. mais il a entièrement raison. C'est un petit, il a 400 bagnoles, c'est un petit, le mec, il fait son business et derrière, il a quelqu'un qui répond pas. Il y a rien de Mais pire que c'est ça. terrible. Le mec, il dit que en fait, il montre tout son parc et il dit qu'en fait, il dit tel C3, tel 208, telle voiture, c'est une voiture qui a 30 000 km avec un moteur cassé, Moteur etc., HS. etc. Mmh. Et, euh, et je comprends pas comment un constructeur comme Stellantis, donc le groupe Peugeot, PSA, etc., peuvent produire ce type de moteur et le maintenir sur une telle durée et avoir toutes ces problématiques de SAV. Et je ne sais pas ce qu'il en est, parce que nous, c'est vrai que On les évite. on les évite, ça c'est clair, net et précis. Et je sais que j'ai des confrères qui ont acheté et qui avaient en stock du PureTech, mais c'est une catastrophe. Ouais, c'est comme l'électrique, hein. Je pense que c'est vraiment la voiture ou le moteur qui a la pire réputation qu'il puisse avoir, c'est vraiment le PureTech. En plus, c'est psychologique, hein. Dès que tu entends le mot PureTech, hein, tu bah non, Next. non. Est-ce que tu as des conseils à donner pour réussir les ventes complémentaires, les ventes additionnelles, comme le financement ou les extensions de garantie? Comment tu t'y prends sur la partie garantie? C'est-à-dire qu'en fait, qu'on comprenne bien, les voitures qui sont vendues par un professionnel automobile sont garanties pendant 12 mois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la garantie légale de conformité. Et nous, le but, c'est de proposer au client un contrat de garantie. Donc c'est une extension de garantie qui permet au client d'avoir une garantie complémentaire sur une durée qui peut aller jusqu'à 60 mois. Et c'est une garantie qui est valable chez le concessionnaire. Et c'est une garantie qui est vraiment complète, qui va couvrir la partie électrique, électronique de la voiture, l'instrumentation de bord, etc. Comment tu t'y prends, toi, pour vendre cette extension de garantie? Puisque naturellement, on est commissionné sur les extensions de garantie. Et en plus de ça, ça nous permet de passer un SAV sur l'extension de garantie plutôt que de l'assumer nous-mêmes Exactement. via la garantie garage, quoi. Exactement. Bah, une voiture, comme toi et moi, c'est vivant. Donc, bah, tu as ton assurance, toi, tu as ta sécurité sociale. Et à côté de ça, tu as un truc qui est obligatoire pour aujourd'hui l'être humain, c'est la mutuelle. Donc, bah, une extension de garantie, c'est une mutuelle. C'est une mutuelle, c'est-à-dire que demain, bah, vous allez chez le médecin, au lieu de payer 25 euros, bah, vous payez 0. Bah, demain, vous allez chez le garagiste, au lieu de payer 170 euros, bah, vous payez 0. Donc c'est ça. Après, bah, tu pètes un compresseur, au lieu de payer 2500 balles, bah, tu payes pas. Donc après, si tu as les moyens, tu veux te faire plaisir à jeter ton argent par les fenêtres, vas-y, saute par la fenêtre, tu vois, j'ai envie de te dire directement. Donc non, aujourd'hui, une extension de garantie, c'est obligatoire. Moi, comme j'explique aux clients, en fait, je lui fais comprendre que euh, ça reste de la mécanique. Même si elle est très belle, même si elle est entretenue, même si tout ça, ça reste de la mécanique. Et à partir du moment où cette mécanique, elle va avoir un petit défaut, la voiture parfaite n'existe pas, c'est comme l'homme n'existe pas non plus. Tu peux avoir un truc. Et nous, surtout sur les voitures prestige comme nous on a, hein, tu prends un compresseur sur un Macan, c'est 2800 euros. 2800 euros, c'est ce que va te coûter 4 ans d'extension de garantie. 4 ans.
tu vas payer 50 balles par mois. Tu arrives au palier des 15 000 euros, parce qu'en général, ils ne sont pas fous non plus. À 15 000 euros, tu arrives à ton panier. Tu peux arrêter ton contrat d'extension de garantie, c'est fini, tu vois. Mais tu auras économisé de l'argent, tu n'auras pas perdu d'argent. Et en plus de ça, tu peux, si jamais tu revends ta voiture et qu'il ne s'est rien passé, tu peux en plus de ça la transmettre, ton extension de garantie. Donc c'est que du plus. Concernant le financement, quelquefois, tu as plusieurs choses. Soit tu peux mettre effectivement l'extension de garantie dedans. Tu dis, écoutez, vous pouvez faire un petit financement de 5 000 à 6 000 euros. Ça, ils le font beaucoup en concession. Ouais. En fait, ils vont associer l'extension de garantie au financement et dire, si vous voulez une extension de garantie sur 5 ans, il faut faire un financement minimum de 5, 10, 15 000 euros. Et c'est comme ça qu'ils le placent. Ouais. C'est ça, tu as soit ça, ou alors, écoutez, pour accéder à cette voiture, si j'ai bien compris, vous êtes vraiment figé sur cette voiture, il vous manque tant. Moi, ce que je vous propose, c'est un financement sur 10 000 euros. Il vous manque 5 000, vous faites un financement de 10 000, comme ça, vous gardez encore 5 000 dans votre poche. Et vous pouvez faire un cadeau à madame, si vous voulez. Et voilà, c'est un plus. C'est un plus. Après, c'est assez rare quand même. Chez nous, c'est assez rare le financement, tu vois. C'est vraiment. Déjà, le professionnel, c'est très compliqué parce qu'il faut que la voiture elle ait moins de 5 ans, il faut qu'elle ait de la TVA. Donc, en termes de financement, pour le pro, c'est presque mort. Et pour le particulier, il faut savoir lui amener l'extension de garantie très simple, le financement un peu plus compliqué parce que nous, on a des clients qui ont les moyens. Donc, le financement, pour eux, tu as le mec, il a envie il a une holding, n'importe quoi, et il faut qu'il dépense, il va pas te faire du financement, tu vois, il va pas... Mais je pense que c'est un petit peu la mentalité française où, en fait, nous, la plupart des clients qu'on a, c'est beaucoup des personnes qui ont entre 40 et 65 ans, je dirais. Et la mentalité française, ça va être plutôt j'achète une maison, je fais un crédit pour ma maison, je paye ma maison, mon crédit se termine, j'ai de l'épargne, et c'est seulement à ce moment-là que je m'achète une belle voiture. Et c'est ce qui fait que la plupart des clients qu'on a, s'ils s'intéressent à cette voiture, c'est qu'ils ont l'argent pour l'acheter. Alors que dans d'autres pays ou dans d'autres mentalités dans le monde, il y a des profils de clients où même s'ils n'ont pas l'argent pour acheter cette voiture, ils vont quand même s'y intéresser parce qu'ils ont l'habitude de consommer à crédit. Je pense que le français, je crois que c'est le français qui a le plus d'épargne. Ils ont fait une analyse à l'échelle mondiale. Vraiment, le pays qui épargne le plus, c'est la France. C'est pour ça que l'État aujourd'hui s'y intéresse. Voilà. Donc non, ouais, après, le financement est assez compliqué là-dessus. Alors sur le neuf, tu vois, c'est même pas on fait du financement, c'est vraiment on fait de la location. Donc, tu amènes une mensualité et non un prix pour une voiture. Mais derrière, le client, il n'est pas bloqué avec sa voiture. Donc, tu vois, même si c'est un 1 litre de PureTech, il sait que Peugeot lui reprendra. Il va prendre une pile parce que quand il va ramener sa voiture, la moindre rayure, Peugeot va lui mettre 2000 balles, tu vois. Ou les pneus ils sont légèrement usés, c'est aussi 4 pneus à changer, tu vois. Donc là-dessus. J'aimerais aussi te demander quelles sont les erreurs les plus courantes à éviter en tant que vendeur automobile. Est-ce que toi, à un moment donné, tu t'es rendu compte que tu avais fait une erreur et après coup, tu t'es dit, bon, ça c'était une erreur et qu'est-ce que tu en as retenu après du coup par rapport à ça? Est-ce que tu as quelque chose à nous raconter par rapport à ça ou pas? Alors, oui, les erreurs, il y en a plein. Il y en a plein à éviter. Déjà, le raccrocher sans avoir repris un rendez-vous derrière. Ne pas écouter le client, ça c'est une des plus grosses erreurs que le commercial il puisse faire. C'est tu vois, le mec il est gominé, les bagouzes, les machins, tu sens le commercial à plein nez et le mec n'écoute pas, il n'écoute que lui, tu vois, ça c'est horrible. Je pense que le bon commercial, c'est celui qui emploie beaucoup plus le mot vous que le mot je. Et à partir du moment où tu as compris ça, c'est là que tu arrives à avoir un bon taux de conversion et à closer davantage. C'est vrai. Tu parles pas de toi, tu es effacé. Le client ne t'appelle pas pour te connaître. Le client t'appelle pour t'acheter une voiture. Le client, il s'en branle de toi. Que ce soit toi ou un autre, cette voiture, il l'achètera. Donc, c'est à toi de t'intéresser au client. On arrive sur les 2 dernières questions de ce podcast. Alexis, est-ce que tu peux nous dire, en termes de rémunération, combien peut gagner un vendeur automobile et comment fonctionne généralement le système de rémunération dans le secteur de l'automobile? Donc,
un bon vendeur et un vendeur moyen, quelles sont les rémunérations qu'on peut espérer en faisant ce travail? Ben, tu as plusieurs types, on va dire, de contrats. Tu as celui où tu vas toucher le minimum syndical, entre parenthèses, où tu vas être payé vraiment qu'à la com. C'est-à-dire que tu vas prendre 400 net par mois, je crois, et après là-dessus, tu rajoutes tes commissions, plus les financements, ça c'est plus sur le neuf. Et après, tu as de la prime capot, là où tu vas être payé au capot de la voiture, c'est-à-dire que tu vends tant de voitures, par voiture, tu vas gagner tant, tout dépend des budgets. Après, tu vas avoir des primes par rapport au financement, tu vas toucher un pourcentage de financement. Je ne veux pas parler du mien, parce qu'il est bien, mais tu vas toucher des avantages aussi par rapport aux extensions de garantie. Tu as des pneus hiver, n'importe quoi, tu vas encore faire des commissions là-dessus. Donc, juste pour donner des chiffres, partons du principe que tu réalises aujourd'hui ici 15 ventes sur du premium et que c'est des ventes pour des voitures sur un panier moyen de 50 000 euros, que tu réalises 2 financements seulement sur les 15 ventes, donc 100 000, si on part sur un panier moyen de 50 000 euros, que tu fais 10 extensions de garantie parce que tu es plutôt bon sur les extensions de garantie. Et franchement, je te félicite par rapport à ça parce que la personne que tu as remplacée, elle avait d'autres qualités, elle avait d'autres points forts, mais on faisait plus d'extensions de garantie. Ou presque pas en fait. Ça te coûtait cher. Ouais. Et là, depuis que tu es arrivé, c'est vrai que je me rends compte que je pense que la partie comparaison que tu apportes avec la mutuelle, tu vois, ça, je pense que ça fait sens. Et pareil, le fait de faire un peu du storytelling, quand tu amènes ça à l'extension de garantie, c'est quelque chose d'intéressant. Et du coup, ouais, une dizaine d'extensions de garantie. Voilà, avec ce package-là, c'est une rémunération qui tourne autour de quel montant pour que les gens puissent se dire, OK, on peut gagner ça. Entre 5 et 8 000 euros, on va dire. OK. Ouais. Donc c'est bien payé en fait, hein, C'est très un bien vendeur payé. dans l'automobile. C'est très bien. Mais après, c'est un métier. Tu choisis le métier de commercial. C'est avant tout pour de l'argent, hein. Ouais. Tu fais pas. Et tu sais quoi? Je trouve que le fait de s'en cacher, c'est pas bon. Mais ça, c'est le français, ça. Mais ça, c'est le français, C'est le effectivement. français, ça. Et moi, j'aimerais en fait que le commercial qui va dans un entretien, il dise, il se le cache pas. Moi, je fais ça parce que j'aime l'argent. L'argent, ça crée en moi une dopamine. Voilà, je suis heureux et je fais pour avoir des bons salaires, des bons revenus, quoi. Mais tout le monde se lève le matin pour gagner de l'argent. Tout le Mais ils monde. osent pas Même le dire. l'ouvrier, il va au boulot. Pourquoi? Pour gagner de l'argent, pour payer ses factures. Après, c'est à toi de te sortir, de sortir de ta zone de confort et de te dire, bon, aujourd'hui, je suis ouvrier, je touche 1800 ou 2000 euros net par mois. Est-ce que je me contente de ça ou pas? Moi, quand j'ai travaillé dans la restauration, c'était ça. C'était, je suis cuistot. Ok, je fais quoi? Je fais 2000 balles par mois parce que je suis chef. Ouh, cool, 2000 balles par mois. Je fais quoi avec mes 2000? Bah, pas grand-chose, tu vois. Donc, un peu ras le cul, j'ai discuté avec mon frère. Mon frère était commercial et toujours chez Triba. Il me dit, écoute, tu présentes bien, t'as la tchatch, ça machin et tout, je te verrai bien le truc. Ok, il me dit, bah, t'es sur Bordeaux, il y a un Triba à Isine, vas-y. Donc j'y vais, je me présente, le mec, effectivement, un peu catastrophe, mais j'y retourne. Il me dit, ok, je vous prends. Pendant un mois, j'étais enfermé dans un bureau, j'ai bossé. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un gond, une machin, un truc. Je bitais rien à la fenêtre. Mais parce que quand j'étais gamin, j'avais pas des posters de fenêtres dans ma chambre, tu vois. J'avais des posters de voitures, mais pas de fenêtres. Donc je connaissais rien à la fenêtre, mais absolument rien. Il y a une chose que je sais faire, c'est la vente. Donc je suis parti me présenter. J'ai bûché pendant un mois enfermé dans un bureau et tous les soirs, il me faisait. Tu vois, là-dessus, c'était un vrai connard, le mec. Faut dire ce qui est. Mais il y avait une chose, il avait une rigueur. Il m'a appris tellement sur le métier de commercial. En fait, je pense que j'en suis arrivé là aujourd'hui parce que je l'ai eu lui au début. Ok. Et c'était un mec pourri jusqu'à la moelle, mais il savait vendre. Donc il m'a appris énormément. Et donc quand il m'a lâché, il m'a dit OK, maintenant tu sais ce que c'est, tu peux aller vendre. Et En qu'est-ce qui t'a apporté en termes de rigueur, du coup? La connaissance, en fait. Il m'interdisait d'aller prospecter tant que je ne connaissais pas la fenêtre. Ok. Il m'interdisait de lâcher un temps client tant que je n'avais pas un nom. D'accord. Tu vois? C'était, je te donne un client, parce que mes clients, je devais aller les chercher. Je t'en donne un parce que tu m'en as apporté deux. Donc le client qui me donnait, tu vois, c'était un client gratuit pour moi. Parce que c'était, waouh, putain, c'est...
Et donc, je suis parti en prospection. Et là, la première journée de prospection, mais j'ai fait au moins 300 portes. Tu sais ce que c'est de taper 300 portes et te faire insulter, envoyer chier, enfin, tu vois, c'est la porte au nez et tout. Et tu te dis, bon, allez, encore une, puis j'arrête. Et là, le mec est dans son jardin en train de tailler ses haies avec son fils. Tu dis, bonjour monsieur, vous allez bien? Puis tu parles de, ah putain, la galère, les buissons, les machins, catastrophe et tout. Le mec, il dit, ah, j'en peux plus, ça me saoule et tout. Moi, j'écoutais, alors je vendais pas que des fenêtres, je vendais aussi des clôtures, tout ça. J'écoutais, j'ai des clôtures si vous voulez. Ah bah tiens, rentre, tu vas regarder, tu vas me montrer. Mais t'es quelle entreprise toi, Triba? Ah bah tiens, Triba, attends, bouge pas, regarde, j'ai une fenêtre, machin et tout, elle ferme pas trop bien et tout. Hormis en technique, je connaissais pas, je savais pas réparer une fenêtre. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai réussi à déclencher un truc et la fenêtre, elle a fonctionné, tu vois. Et là, le mec, il me dit, bah attends, parce que j'ai la porte machin, j'ai la porte de garage, j'ai la porte d'entrée. Je suis ressorti, j'avais 40 000 euros. Un devis de 40 000 euros. Je suis rentré le lendemain matin, parce que j'avais débauché. Je pose Tiens. ça sur la table, le mec, il me regarde, il me fait, bah tu vois quand tu veux. C'est tout. Tu vois. Ben voilà, donc j'étais content et c'est là où j'ai commencé à comprendre que plus je vendais, plus je gagnais. Et parce que sur ces 40 000 euros, tu vois, j'ai pris 400, 450 euros, tu vois, et je me suis dit, un contrat. Et j'ai fait ça en combien de temps? En 1 heure. Et là, tu te dis, bon. Après, j'avais complètement oublié la journée de merde que j'avais passée, tu vois, Ouais, parce que j'avais vendu à la fin. mais c'est ça. Et c'est exactement pareil aujourd'hui. Et c'est pour ça que garder le sourire, c'est hyper important, parce que ça se ressent et que au final, tu y arriveras. Si tu restes positif, tu l'auras. Et après, il y a l'argent, certes, mais après, tu as aussi ton pourquoi à toi, tu vois. Moi, c'est ce que je t'avais expliqué, c'est, bah oui, j'ai des projets, tu vois, je viens d'arriver dans la région, je viens de rencontrer quelqu'un qui est extraordinaire, et cette femme-là, j'ai envie de lui faire plaisir, tu vois, j'ai envie de la gâter, de la chérir, et là, je vis dans un petit appart miteux, machin et tout, et j'ai envie d'autre chose, tu vois. Mais pour avoir cette autre chose, bah, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut de l'argent. J'ai envie d'avoir une nouvelle caisse, il me faut de l'argent. Je suis fan de moto, je veux changer ma moto, il me faut de l'argent. Je veux m'acheter une maison, il me faut de l'argent, tu vois. Et en gagnant de l'argent, bah, tu évolues plus vite. Regarde les multimillionnaires, les mecs se cassent la gueule, ils font des faillites. Ils sont endettés jusqu'au cou. Ces mecs-là, ils ont une idée, et pof, ils remontent d'un coup. Je sais plus, il y a un millionnaire, le mec, il avait créé, bah, je crois que c'est Cdiscount à l'origine, le premier propriétaire de Cdiscount. Le mec avait vendu, il s'était lancé dans un projet, tout s'est cassé la gueule. Mais il a remonté parce qu'il avait un autre projet, tu vois. Et le mec, il a été plusieurs fois millionnaire dans sa vie parce qu'il a ce truc de. Et je veux reprendre. On parlait du regard des autres et ainsi de suite par rapport à l'argent et tout ça. Alexandre Astier a dit une chose, moi je ne regarde pas les autres. Moi je fais ce que j'aime faire. Si tu n'aimes pas ce que je fais, ben me regarde pas, tu vois. Et Bernard Tapie avait dit pareil, il a dit, vous mettez, voilà, 200 personnes sur une petite île, vous revenez, vous avez un patron, des sous-directeurs et des ouvriers, tu vois. Il dit, mais c'est comme ça, c'est la vie. Il dit, demain, un ouvrier ne peut pas se plaindre de sa position parce que c'est lui qui l'a choisi. Et moi, j'en suis la preuve. J'étais nul à l'école. Mais quand je te dis nul, les gens qui regardent cette vidéo, qui vont me voir moi aujourd'hui, ils vont se dire, mais ce mec-là, je me rappelle en troisième, il fumait le pétard, il avait 2 de moyenne générale. Quand on le voyait, parce qu'il était toujours absent, il était toujours en train de sécher les cours et tout, j'avais horreur de l'école. L'école m'a appris une chose, une seule chose, c'est que l'école, c'est pas bien. Tu peux t'en sortir outre que l'école. L'école t'apprend à être un mouton. Ouais, exact. Un mouton, ça fait bé, c'est tout. Ça Mais au final, s'arrête. ce qu'on t'apprend à l'école, c'est quoi? C'est À être gentil. simplement, en fait, avoir une capacité à mémoriser des informations qu'on te donne et de les réciter ou de les mettre à l'écrit. C'est Ça ni plus t'apprend ni à moins. lire, à écrire Ouais. et à enregistrer. Et moi, tu vois, j'ai fait un bac plus 5 et ce que je trouve vraiment dommage, c'est que quand tu arrives à un certain niveau d'études post-bac que ça commence à être intéressant. Franchement, tu te fais chier jusqu'au bac plus 3 et c'est que les 2 dernières années, donc le bac plus 5, donc la 4e et la 5e année, où là, tu vois, ça commence à devenir intéressant. Mais jusqu'à là, je te jure qu'effectivement, je te rejoins, ils t'apprennent à être un mouton, et ni plus ni moins.
Et moi, j'avais choisi une filière qui était intéressante dans le commerce. Et là, tu vois, on avait un peu de brainstorming où il y avait des travaux de groupe, des travaux à l'oral, etc. Et là, ça commençait à devenir intéressant. Mais jusque-là, c'était vraiment pas intéressant. Ouais. Et du coup, par rapport à ce que tu dis, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le pay-plan d'un commercial, c'est un petit peu comme le business model qu'on a en tant qu'entrepreneur. On va avoir un seuil de rentabilité, c'est-à-dire qu'on va avoir un certain seuil jusqu'auquel on a donc des charges fixes mensuelles et les revenus, les plus-values, etc. qu'on va générer vont arriver jusqu'à un certain seuil de rentabilité. Et c'est au-delà de ce seuil de rentabilité que les ventes qui vont être générées dégagent vraiment de la marge bénéficiaire. Et en tant que commercial, pour toi, c'est pareil, c'est-à-dire que tu as un certain seuil, par exemple de 7 voitures, 10 voitures, où tu arrives à obtenir un salaire, je dirais, même si voilà, il est mieux quand même que la moyenne, un salaire normal. Et c'est au-delà de la 7e, 8e, 9e, 10e voiture que quand tu montes jusqu'à un total de 15 voitures, que là, tu arrives à avoir des revenus qui sont conséquents. C'est ça. Et sans les contraintes d'un patron ou autre, ce que j'ai pu être, tu te retrouves avec des salaires qui sont équivalents à un banquier, à un avocat, à tout ça, tout en étant commercial en fait. Et c'est peut-être aussi un peu pour ça qu'on est mal aimé, c'est parce que on a cette facilité de... Tu sais, moi je dis toujours, il y a des gens qui font des études pour faire de la vente. Moi je pense que tu peux faire de la vente à partir du moment où tu as envie de vendre en fait. Il faut savoir vendre, il faut savoir... je compare souvent le vendeur à un enfant. Un enfant, tant qu'il n'a pas quelque chose, il va insister. Tu sais? Quand tu vois les gamins dans les supermarchés, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Il va te saouler jusqu'à prendre le paquet, te le foutre dans le chariot, tu vois. Tu as posé le paquet, il va rechercher, il va te le remettre dans le chariot. Un Pour rien lâcher. commercial, c'est un enfant. C'est un enfant qui veut vendre sa voiture. Tu vois? C'est rien d'autre. Si tu n'as pas ça, fais autre chose. Fais autre chose parce que tu gagneras pas assez bien de ta vie. Tu vas rester au seuil plat et tu vas t'ennuyer. Et j'ai vu justement beaucoup de personnes, et il y a une personne qui m'avait marqué en particulier par rapport à ça, qui avait un petit peu d'ego, tu vois. En fait, il était là en mode mais attends, je l'ai appelé, je lui ai laissé un message vocal, mais il m'a pas rappelé. Tu vois, genre limite, il en voulait, quoi. Il faut être un loup et il faut être prêt à rappeler, et relancer. Tapis dans Et l'ombre. ouais. T'attends, moi t'attends, t'as une proie, enfin t'es un prédateur, t'attends. Tu sais, un lion un lion c'est 80% d'échecs quand il chasse. 80% d'échecs. C'est-à-dire que le mec, 80% de sa vie, il est en échec. Et 20%, il bouffe. Un commercial, c'est pareil. C'est alors peut-être pas 80, tu es plus aux alentours des 60-70% d'échecs, tu vois. Mais faut pas lâcher, faut y aller, faut avancer, faut faire diminuer ce pourcentage autant que tu peux avec tous les outils que tu as aujourd'hui. Parce qu'avant, on n'avait pas tout ça. Donc, c'est euh, c'est à toi de te démarquer, c'est à toi de montrer que tu fais bien les choses et montrer ton sérieux. Que quand le client il te dit non une fois, c'est comprendre pourquoi il t'a dit non. Si c'est une question de budget, on peut peut-être trouver des solutions. Et voilà, faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Ok Alex, pour terminer cette vidéo, est-ce que tu peux nous donner brièvement quelques conseils que tu pourrais donner à une personne qui souhaite faire ce métier de vendeur automobile, quelqu'un comme toi qui était dans un autre domaine d'activité? Est-ce que tu penses que il faut toujours avoir vendu des voitures pour faire ce métier, ou on peut se reconvertir et dire ok, j'ai fait de l'immobilier ou bien j'ai fait tel et tel métier et je m'intéresse à ce métier de vendeur automobile, j'aimerais le faire. Quels sont les différents conseils que tu peux donner à une personne comme ça? Tout le monde peut vendre. Tout le monde vend d'ailleurs aujourd'hui. Tu vends sur le bon coin, tu vends n'importe quoi aujourd'hui. Tout le monde peut vendre. La seule chose, c'est la régularité. Et la première chose, je dirais, c'est trouver ton pourquoi. Tu vois, C'est c'est ça qui vraiment... détermine. Ouais, et c'est ce qui va mettre en avant le fait que tu te lèves le matin et que tu sois positif. C'est trouver ton pourquoi. Pourquoi je me lève, pourquoi je vais aller bosser et pourquoi je veux gagner de l'argent. Je veux gagner de l'argent parce que j'ai un mariage à préparer, parce que j'ai une maison à acheter, parce que j'ai tout ça.
Et je pense qu'aujourd'hui, on avance parce qu'on a un pourquoi. Tu vois, les mecs qui sont allés sur la Lune, ils avaient un pourquoi. Je veux aller sur la Lune, tu vois. Donc, ben, ils ont tout mis en place pour aller sur la Lune. Les mecs qui sont allés, qui ont envoyé un truc là sur Mars, ils ont eu la même idée. C'est je veux aller explorer Mars. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ils ont un pourquoi. Ils ont une petite chose en eux qui est là. T'as des gosses. Putain, je veux mettre mes enfants à l'abri. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que en étant j'ai rien contre les ouvriers parce il en faut, je veux dire, il n'y a pas de sous-métier hein, pour moi, il y a pas de. Mais moi, tu vois, à un moment, j'y ai pensé à ça, c'est con à dire, mais je me suis dit, putain, j'en ai ras-le-bol de tout ça, j'avais plein le cul, tu sais quoi, je vais finir agent de sécurité, boueur, je m'en fous, tu vois, je vais toucher tant par mois, puis c'est bon, basta, tu vois, je claque tout, j'en ai plein le cul. Je pense que tu peux pas. Tu peux pas, c'est pas possible. T'as toujours cette niaque qui revient, tu sais, quand t'es prédateur, t'as faim. C'est ça, c'est le bon mot que tu as employé, c'est le prédateur. Prédateur. Faut être un prédateur. Et je te rejoins totalement sur ce que tu as dit. Je pense que l'argent ne suffit pas, du moins la motivation par l'argent ne suffit pas. Il faut vraiment définir son pourquoi. Et à partir du moment où vous avez défini votre why, donc votre why, ça peut être voilà, offrir un confort à votre famille, mettre vos parents, vos enfants à l'abri, une nouvelle maison, etc., etc. Et quand vous avez ce pourquoi, vous n'avez pas besoin de motivation pour vous lever le matin et votre inconscient va être formaté pour atteindre les objectifs que vous êtes fixés. C'est ça. C'est comme la première fois que tu as appris à marcher, la première fois que tu as appris à nager, la première fois que tu as appris à conduire, la première fois que tu as appris à te torcher tout seul. Tu vois, tout ça, en fait, tout ça, tu l'as appris pour pouvoir avancer. Et je pense que l'homme n'est pas né pour stagner, et on l'a vu, puisque en l'espace de 300 ans, l'homme, il a évolué comme jamais, et encore aujourd'hui, on démultiplie Les innovations. les innovations et la croissance. Je veux dire, on n'arrête pas. Donc, et on a la chance d'être parmi cette génération-là, donc il faut y aller, il faut mordre la vie et sortir de sa zone de confort, de son canapé, de son pot de Nutella, puis foncer, quoi. Et on y va à fond. On y va, quoi. Bon, on va vous laisser sur ces belles paroles. Je te remercie beaucoup, Alex, Merci pour à ta toi. participation. Et puis, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!